Pour mon 18e anniversaire, mes parents m'ont offert un nouvel ordinateur portable. J'ai été surprise, car ils ne m'avaient jamais rien offert de coûteux auparavant. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai vu ceci sur l'écran et mon sang s'est glacé. Je n'ai pas pleuré. J'ai agi. Le lendemain, la police était à la porte. Je sais que cela sonne déjà dramatique, mais croyez-moi, c'était l'un de ces jours où l'on a l'impression d'être tombé dans le mauvais film. Voyez-vous, ma famille n'était pas exactement du genre à me gâter. Mon frère Daniel. Oui. Moi. Jamais. S'il y avait un enfant préféré, c'était lui sans aucun doute. Il a toujours été le garçon d'or, le soleil autour duquel tout le monde tournait. Moi. Plutôt la plante d'intérieur qu'il se rappelait d'arroser s'il remarquait que j'étais en train de faner. Alors, quand mon 18e anniversaire est arrivé, je ne m'attendais pas à grand-chose. Honnêtement, je ne m'attendais à rien du tout. Peut-être un pull d'occasion du placard de maman ou un cadeau pratique comme des chaussettes. Quelque chose de bon marché, quelque chose qui me rappelait que mon frère était la star du spectacle et que j'avais juste de la chance d'être dans le public. Mais ensuite, cette boîte est apparue sur la table, emballée, brillante, rectangulaire, d'une manière indéniablement coûteuse pour de l'électronique. J'ai cligné des yeux comme si c'était une hallucination. C'est pour moi, ai-je demandé, m'attendant à moitié à ce qu'il rit et la face glissée vers mon frère en disant « Attrapé, petite idiote ». Ma mère a souri de cette manière serrée et illisible qu'elle a. Mon père a hoché la tête une fois. Daniel s'est penché en arrière sur sa chaise, un sourire narquois sur le visage, comme s'il savait déjà quelque chose que j'ignorais. J'aurais dû le savoir à ce moment-là que quelque chose n'allait pas. Mais je ne l'ai pas fait, car mon cœur faisait des saltos. Nous n'étions que nous 4. Pas de cousins, pas de tantes, pas de grandes célébrations. Juste un petit anniversaire en famille à la maison. Un gâteau sur le comptoir et cette boîte incroyable devant moi. Mes parents me regardaient avec ces yeux qui disaient « Regardez comme nous sommes généreux ». Mon frère me regardait avec des yeux qui disaient « Attends de voir la chute ». J'ai retiré le papier cadeau avec des doigts tremblants. Et voilà, un ordinateur portable Apple. Argenté, profilé, de marque. Pendant une seconde, j'ai oublié de respirer. Il ne m'avait jamais acheté quelque chose d'aussi cher. Jamais. Pas une seule fois dans ma vie. J'ai souri comme une idiote. Waouh. Merci. Et à ce moment-là, j'y croyais vraiment. Je croyais qu'il m'aimait. Je croyais que c'était un tournant. Le moment où il me verrait enfin comme digne de quelque chose d'autre que des vêtements d'occasion et des restes. J'aurais dû mieux savoir. Plus tard dans la nuit, j'ai porté l'ordinateur dans ma chambre, pratiquement rayonnante. Je me suis assise sur mon lit, fixant la boîte comme si c'était la preuve que j'appartenais à quelque chose, mon propre miracle brillant. Et puis je l'ai ouvert. La première fissure dans l'illusion est arrivée vite. Des rayures, des petites, légères, mais là, gravées sur le boîtier argenté. Mon sourire a vacillé. Peut-être l'avait-il acheté d'occasion. Ok, pas idéal, mais quand même. C'était à moi. Mais ensuite, j'ai remarqué les touches. Certaines étaient déjà légèrement usées. Les lettres légèrement effacées. On ne voit pas ça sur quelque chose de tout neuf. Mon cœur s'est serré. Pourtant, j'ai essayé de me convaincre que c'était peut-être remis à neuf. Beaucoup de gens achètent des ordinateurs portables remis à neuf, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire qu'ils ne m'aiment pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en soucient pas. Je l'ai allumé. L'écran s'est allumé. Et c'est là que les choses sont devenues plus étranges. Au début, cela semblait normal, mais ensuite, j'ai vu quelque chose d'étrange. Une section de l'ordinateur que je ne reconnaissais pas. Un disque ou un dossier. Quelque chose qui était là, comme une porte fermée dans une maison que l'on vous dit être la vôtre. J'ai cliqué partout. La plupart des choses étaient grisées, mais puis soudainement, j'étais dedans. Une partition étrange. Et là, il y avait des fichiers. Pas beaucoup. Pas propres non plus. Certains à moitié supprimés avec des noms bizarres que je ne pouvais pas comprendre. Des feuilles de calcul aléatoires, des choses qui ressemblaient à des journaux,
des nombres et des codes qui n'avaient aucun sens pour moi. Mon estomac s'est tordu. Ce n'était pas un ordinateur portable remis à neuf. Ce n'était pas simplement pas neuf. C'était l'ordinateur portable de quelqu'un d'autre. Et au plus profond de moi, je savais déjà de qui. J'ai refermé le couvercle rapidement, comme si les fichiers pouvaient sauter et me mordre. Pendant une seconde, je me suis assise là, fixant l'ordinateur portable fermé sur ma couverture. L'éclat de mon anniversaire s'accrochait encore à moi comme une mauvaise blague. Ce n'était pas de l'amour. Ce n'était pas de la générosité. C'était autre chose. J'ai repensé à la façon dont il m'avait regardé quand j'ai ouvert le cadeau. Le sourire serré de ma mère, le silence de mon père, le rictus de mon frère. À l'époque, je m'étais dit qu'ils étaient juste maladroits, qu'ils n'avaient peut-être pas l'habitude de me donner de belles choses. Mais maintenant je n'étais plus si sûre. J'ai essayé de laisser tomber. Ne réfléchis pas trop. C'est juste un vieil ordinateur portable. Qui s'en soucie s'il n'est pas neuf? Mais ma poitrine se serrait. Mes instincts hurlaient que quelque chose n'allait pas. Je l'ai poussé sous mon lit comme si le cacher le rendrait moins réel. Mais ça n'a pas marché. Même allongé là dans le noir, je pouvais le sentir. Comme si l'ordinateur portable lui-même bourdonnait de secrets. Et je continuais de rejouer leur visage dans ma tête. Quelque chose n'allait pas. Vraiment pas. Voici la partie où j'aimerais pouvoir dire que j'exagérais. Que le lendemain matin, j'en ai ri, j'ai décidé que j'étais paranoïaque et que tout est redevenu normal. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Parce que cet ordinateur portable n'était pas juste une déception. Ce n'était pas juste un autre rappel que je serais toujours la deuxième meilleure dans cette famille. C'était quelque chose de bien pire. Et bientôt, j'allais découvrir à quel point. Je ne me suis pas juste réveillée méfiante. J'ai eu des années d'entraînement. Ma famille s'en est assurée. Voyez-vous, mon frère était l'enfant d'or dès le premier jour. Moi, j'étais juste du bruit de fond dans son film. Prenez les anniversaires par exemple. Les siens étaient pratiquement des fêtes nationales. Il recevait des tours de cadeaux, les derniers gadgets, et maman rayonnait comme si elle venait de donner naissance à Jésus-Christ lui-même. Moi, j'ai reçu des poupées Barbie d'occasion et des pulls qui sentaient étrangement la naphtaline. Une année, ils m'ont donné un livre sur comment être plus positif. Joyeux anniversaire, gamine. J'ai appris tôt que dans ma famille, l'amour était mesuré en dollars et mon compte était toujours vide. Quand nous étions enfants, les différences étaient brutales. Je me souviens encore de son 10e anniversaire. Il a reçu un nouveau vélo brillant avec des rayures de course. Tout le monde a applaudi quand il l'a fait rouler dans l'allée comme s'il passait une audition pour une publicité. Mon tour est venu 1 an plus tard. Devinez ce que j'ai reçu? Son vieux vélo. Il avait encore de la boue sur les pneus. Ils lui ont collé un nœud dessus et lui ont dit de ne pas se plaindre. Et c'était ça, le schéma. Il a reçu un tout nouvel iPhone. J'ai reçu son ancien, fissuré, après qu'il ait fait une mise à niveau. Il a eu des chaussures en magasin. J'ai eu des chaussures dans leur boîte, transmises 6 mois plus tard. J'avais l'habitude de plaisanter en disant que mon 2e prénom était précédemment possédé. Sauf que personne ne riait. Au moment où nous avons atteint notre adolescence, j'avais arrêté de faire semblant que les choses changeraient un jour. Il était plus âgé, plus intelligent à leurs yeux, destiné à de grandes choses. J'étais juste là, le personnage de fond dans son film à succès. Quand il a emménagé avec sa petite amie, j'ai pensé que peut-être enfin j'aurais un peu d'espace. Il était sorti de la maison vivant sa vie de garçon d'or et je pourrais au moins exister en paix. Mais non, il était toujours là. Il venait chez les parents constamment, parfois avec sa petite amie, parfois sans. Et à chaque fois, il disparaissait dans sa vieille chambre et fermait la porte comme si c'était Fort Knox, des heures et des heures sur son ordinateur portable, tapant comme si le destin du monde dépendait de ses frappes au clavier. Et moi, j'existais à peine dans ces moments-là. Si j'osais frapper, il grognait. Si je demandais ce qu'il faisait, il disait rien que je ne comprendrais pas. À l'époque, j'ai haussé les épaules. Peut-être qu'il jouait. Peut-être qu'il faisait du trafic pour un petit boulot. Peut-être qu'il perdait juste son temps comme il l'a toujours fait.
Quoi que ce soit, ce n'était pas à moi de savoir. Mais voici le truc. Je me souvenais de l'ordinateur portable. Logo Apple argenté, profilé. Daniel le portait comme un joyau de la couronne. Et quand je me suis assise sur mon lit le jour de mes 18 ans, fixant l'ordinateur portable que mes parents venaient de me donner, rayé, légèrement usé, pas si neuf, quelque chose en moi s'est tordu parce que je savais que je l'avais déjà vu. Ce n'était pas juste une autre déception. C'était différent. Je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer leur visage quand ils me l'ont donné. Le sourire serré de maman, le silence de papa, le rictus de Daniel. Ils ne me faisaient pas un cadeau. Ils me regardaient déballer un piège. Je ne savais pas encore lequel, mais la boule dans mon estomac me disait que ce n'était pas juste une autre blague à bon marché à mes dépens. C'était pire. Bien pire. En repensant à mon enfance, j'ai presque eu l'impression d'avoir été entraînée. Chaque haussement d'épaule, chaque « sois reconnaissante pour ce que tu reçois », chaque rappel que j'étais seconde. Tout cela m'avait construite en quelqu'un qui n'attendait rien, qui gardait sa garde haute, qui voyait la trahison arriver à des kilomètres. Sauf que cette fois, je ne l'avais pas fait. Je m'étais laissé espérer, et cela a fait que la chute ressemblait à une chute libre. Je me suis assise sur mon lit, fixant l'ordinateur portable, ma poitrine serrée. Ce n'était pas sûr. Je me suis dit que j'imaginais des choses, que j'étais fatiguée, émotive, que j'en faisais trop. Mais au plus profond de moi, je savais mieux. Quelque chose dans cet ordinateur portable n'allait pas, et j'allais découvrir à quel point. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour la prochaine fissure dans l'illusion. Le lendemain même, j'étais assise dans ma chambre avec cet ordinateur portable maudit qui me regardait depuis le bureau. Il me semblait qu'il respirait dans le coin, attendant que je le rouvre, me défiant de fouiller. Je ne l'ai pas fait. Je l'ai juste laissé là comme un serpent à sonnette dans une boîte à chaussures. Et c'est alors que je les ai entendus. Des voix dérivant dans le couloir depuis la cuisine. Le sifflement bas de maman, le grondement de papa, et le petit gloussement suffisant de Daniel. Normalement, je n'y aurais pas pensé. Je serais descendue, j'aurais pris de l'eau, peut-être fait un sandwich. Mais cette fois, non. Ma peau s'est hérissée. Quelque chose en moi disait, n'y va pas, écoute d'abord. Alors je l'ai fait. Je me suis faufilée dans le couloir pieds nus, en restant sur le bord du tapis là où il ne craquait pas. Je me suis arrêtée juste devant la porte de la cuisine et j'ai pressé mon dos contre le mur. Le cœur battant, les paumes moites. Je me sentais comme une enfant, volant des biscuits après le coucher. Sauf que cette fois, ce que j'allais voler n'était pas du sucre. C'était la vérité. Au début, la conversation était étouffée, presque ordinaire. Papa a dit quelque chose à propos des factures. Maman a marmonné à propos des courses. Pendant une seconde, j'ai pensé que j'étais peut-être paranoïaque, que je m'étais mise dans un état de frénésie pour rien. Et puis la voix de Daniel a coupé, sèche et moqueuse. Elle pensera juste que c'est d'occasion. Elle est trop stupide pour remarquer autre chose. Mon estomac a chuté. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et sans même y penser, j'ai appuyé sur enregistrer. Si mes instincts étaient faux, je le supprimerais plus tard. Mais s'ils ne l'étaient pas, eh bien, au moins j'aurais une preuve. L'air dans la cuisine a changé. La voix de maman aussi tranchante que du verre brisé. Si tu n'avais pas décidé d'escroquer des gens en premier lieu, nous ne serions même pas ici. Mais puisque tu l'as fait, le moins que tu aurais pu faire était de couvrir tes traces pour avoir le VPN. Vraiment ? VPN ? Même moi je savais ce que ça signifiait. Confidentialité. Cacher ses traces en ligne. Et Daniel avait oublié. Mon frère était parfois négligent, mais pas avec son précieux ordinateur portable. C'était une fois, maman a répliqué Daniel, sur la défensive. Détends-toi. La police ne peut rien prouver. Personne ne va remonter quelques faux comptes jusqu'à moi. Et même si c'était le cas, l'ordinateur portable ne m'appartient plus. Je me suis pressée plus fort contre le mur, mon cœur battant dans ma poitrine si fort que je pensais qu'il pourrait l'entendre. Papa a parlé alors, calmement et délibérément, comme il le faisait toujours quand il pensait être la personne la plus intelligente de la pièce. Écoute, si la police vient frapper,
ce ne sera pas pour toi. Ce sera pour elle. L'ordinateur portable est dans sa chambre maintenant. Ils penseront que c'est le sien. Elle a 18 ans. Ils ne lui feront pas grand-chose. J'ai failli laisser tomber mon téléphone. Voilà. Le piège. La raison derrière les rayures, les fichiers cachés, la partition qui n'avait aucun sens. Il ne m'avait pas offert un cadeau. Il m'avait donné une bombe à retardement. Et ils étaient parfaitement contents de me laisser prendre le coup quand elle exploserait. Daniel a ri alors, bah est suffisant. Elle ne le découvrira même pas, a-t-il dit. J'ai failli éclater dans la pièce à ce moment-là juste pour lui effacer ce sourire de son visage. Mais je ne l'ai pas fait. Mes mains tremblaient trop. Ma gorge était trop serrée. Et mon téléphone, Dieu merci pour mon téléphone, enregistrait toujours chaque mot. Je me suis reculée de la porte, bougeant aussi silencieusement que possible. Tout mon corps était électrique, comme si je venais de planter mon doigt dans une prise. J'avais toujours su qu'ils ne m'aimaient pas comme ils aimaient lui. J'avais toujours su que j'étais seconde ou troisième, ou peut-être même pas sur le tableau de bord. Mais ceci était différent. C'était une trahison. Ils ne m'avaient pas juste négligé. Ils m'avaient utilisé. Ils m'avaient mise en place comme un pion dans leur petit jeu pour protéger Daniel. De retour dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je l'ai verrouillée, mon souffle devenant rapide et superficiel. J'ai regardé mon téléphone. L'enregistrement tournait toujours. Je l'ai arrêté, sauvegardé, rejoué juste pour être sûr. Leurs voix ont rempli ma chambre, froide et claire. Ma preuve. Je me suis assise sur le lit, fixant l'ordinateur portable sur le bureau. Mon soi-disant cadeau d'anniversaire. La preuve qu'il m'avait planté. Je voulais crier. Je voulais jeter l'ordinateur portable par la fenêtre et le regarder se briser en 1000 morceaux dans l'allée. Au lieu de cela, j'ai commencé à faire mes bagages. Je n'ai pas fait mes bagages comme quelqu'un qui part en voyage. J'ai fait mes bagages comme quelqu'un qui fuit pour sa vie. Portefeuille, téléphone, chargeur, vêtements fourrés dans un sac à dos, et bien sûr, l'ordinateur portable. J'ai tout mis dedans, les mains tremblant si fort que j'ai laissé tomber mon chargeur 2 fois. Mon cerveau était en feu, bourdonnant de panique, de colère et d'incrédulité. Ils m'ont vraiment fait ça. Mes parents, mes propres parents, et Daniel, mon parfait frère d'or. Je me suis arrêtée alors, regardant autour de ma chambre, les posters sur le mur, les livres empilés sur ma table de nuit, la couverture sur mon lit. Les 18 dernières années de ma vie, et rien de tout cela n'avait d'importance. Rien de tout cela n'était sûr et ni mort. J'ai fermé le sac et je l'ai passé sur mon épaule. Puis j'ai ouvert la porte, j'ai descendu le couloir et j'ai appelé d'un ton désinvolte, je vais chez une amie. Je reviens plus tard. Ma voix n'a même pas tremblé. Et puis je suis partie. Dehors, l'air nocturne m'a frappé comme une gifle. Frais, vif, réel. Mes poumons avaient l'impression de pouvoir enfin se dilater à nouveau. Mais mon cœur battait si fort que je pensais qu'il allait éclater. J'ai marché vite, n'osant pas regarder la maison. Chaque pas semblait faire écho. Traître, traître, traître. Sauf que cette fois, ce n'était pas moi le traître. C'était eux. Quand je suis arrivée au coin, je me suis arrêtée une seconde, serrant les bretelles de mon sac, fixant le trottoir. J'ai pensé à l'enregistrement sur mon téléphone, aux fichiers cachés dans cet ordinateur portable, au rire suffisant que je venais de capturer. J'ai pensé à Daniel avec son rictus dans la cuisine, en sécurité sachant que maman et papa le couvriraient toujours. Et j'ai pensé à moi-même, 18 ans, soudainement en fuite de ma propre famille. Je ne savais pas ce que j'allais faire ensuite. Mais je savais une chose. Je ne rentrais pas. Pas ce soir. Jamais. Je n'ai même pas fait mes valises correctement. J'ai juste jeté mon portefeuille, mon chargeur, ma brosse à dents et quelques vêtements dans mon sac comme si je fuyais le FBI, ce qui, vu la tournure des événements, n'était pas entièrement inexact. Je ne suis pas allée chez une amie. Je ne voulais pas que quiconque à qui je tenais soit mêlé à ce désordre. Au lieu de cela, je suis allée directement au poste de police, l'ordinateur portable lourd dans mon sac à dos comme une bombe à retardement.
quand je l'ai fait glisser sur le comptoir avec des mains tremblantes et que je leur ai raconté mon histoire, le cadeau, la partition cachée, l'enregistrement sur mon téléphone, je m'attendais à moitié à ce qu'ils rient, ou pire, qu'ils me regardent comme mes parents le faisaient toujours, comme si je causais à nouveau des problèmes. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ont tout noté, pris l'ordinateur portable et ma déclaration, et m'ont donné un reçu pour l'épreuve. Très poli, très officiel, très anticlimatique. Puis je suis ressortie dans la nuit avec seulement mon sac et le sentiment d'avoir fait exploser toute ma vie. Je ne pouvais faire face à personne que je connaissais, alors j'ai pris une chambre dans l'auberge la moins chère que j'ai pu trouver. Le genre avec des tapis tachés, des lits superposés qui craquaient si vous respiriez trop fort, et des étrangers qui avaient l'air de voler vos chaussures pendant que vous dormiez. Parfait. Je me suis enfermée dans ce lit avec mon sac à dos sous l'oreiller et j'ai fixé le plafond. Mon téléphone a vibré sur la table de chevet comme un guêpe piégé dans un bocal. Au début, les messages étaient inquiets. Où es-tu? Pourquoi tu n'es pas rentré? Tu es en sécurité? Pendant un moment, j'ai presque cédé. Presque répondu avec quelque chose de rassurant. Presque replongé dans le rôle de la bonne fille qui arrangeait tout. Mais ensuite, je me suis souvenu de la cuisine, du rire suffisant. Ça tombera sur elle. Alors au lieu de cela, avec des doigts tremblants, j'ai tapé 4 mots. Je ne rentre pas. Et j'ai appuyé sur envoyer. C'était ça. Le pont était brûlé. Le lendemain matin, je me suis traînée hors du lit, j'ai pris une douche dans une salle de bain qui sentait le mildiou et le désespoir, et je suis allée travailler. De l'extérieur, j'étais normale. Je souriais aux clients, je prenais les commandes, je réapprovisionnais les étagères. De l'intérieur, je criais. Mon téléphone a vibré dans la poche de mon tablier toute la journée. Je l'ai ignoré. À la fin de mon service, il y avait plus de 40 appels manqués. Le deuxième jour à l'auberge semblait pire. Les ressorts du lit me poignardaient les côtes toute la nuit. Et chaque fois que je fermais les yeux, j'entendais la voix de Daniel. Elle ne le découvrira même pas. Les messages de mes parents ont changé de ton. Moins inquiet, plus pressant. Rappelle-nous. Nous devons parler. Que as-tu fait? Je les ai tous ignorés. Au travail, je me surprenais à regarder la porte toutes les 5 minutes, terrifiée à l'idée qu'ils entrent. Le jour 3, ils l'ont fait. J'essuyais une table quand je les ai vus par la fenêtre principale. La mâchoire de maman serrée, les bras croisés de papa, juste là, me regardant. Mon sang s'est glacé. J'ai fait semblant de ne pas les voir. J'ai fait semblant d'être occupée, très occupée, mais je pouvais sentir leur regard me transpercer tout le service. À l'heure de la fermeture, je me suis glissée par la porte arrière et j'ai pratiquement couru tout le chemin jusqu'à l'auberge. Cette nuit-là, je suis restée éveillée dans le noir, le cœur battant, convaincue qu'ils me suivraient là-bas. Jour 4. Le barrage a finalement cédé. J'étais à la caisse quand ils sont entrés en trombe. La voix de maman était un sifflement, assez tranchant pour couper du verre. Que as-tu dit? La voix de mon père était un grondement derrière elle. Pourquoi la police est-elle chez nous? Le café est devenu silencieux. Mes collègues se sont figés. Les clients regardaient. Ma gorge s'est nouée. Mais ensuite, quelque chose en moi a craqué. Des années à avaler mes mots. Des années à être la deuxième meilleure. Des années à entendre qu'il fallait être reconnaissante pour les miettes. Tout a éclaté. Vous avez essayé de me piéger, ai-je crié. Toutes les têtes dans le café se sont tournées. Le visage de maman est devenu blanc, puis rouge. Papa avait l'air de vouloir m'écraser sous sa chaussure. Daniel n'était pas là, mais je pouvais presque entendre son rire suffisant résonner dans le silence. J'ai posé le chiffon que j'avais dans la main, je me suis penchée par-dessus le comptoir et je l'ai redit, plus bas cette fois, froidement. Vous avez essayé de me piéger. Ils n'ont même pas nié. Ils ont juste lancé un regard noir, puis sont sortis en trombe, la clochette de la porte tintant derrière eux. Je suis restée là à trembler, mes collègues me regardant, toute la pièce bourdonnant de murmures. Mais je n'ai pas pleuré. Cette nuit-là, de retour à l'auberge, les appels sont devenus vicieux, des messages vocaux s'empilant, pleins de venin.
Tu nous as trahis. Tu as ruiné la vie de ton frère. Tu as détruit cette famille. J'ai laissé le téléphone vibrer contre le matelas jusqu'à ce qu'il se taise. Le 5e jour, le message est arrivé. Je n'ai pas décroché l'appel, mais j'ai écouté le message vocal. La voix de ma mère, stridente et furieuse, a hurlé dans le haut-parleur. Tu es contente maintenant? Ton frère a été arrêté. La police l'a emmené menotter. Il est en prison à cause de toi. Je me suis assise sur le bord du lit de l'auberge, écoutant ces paroles encore et encore. Cela aurait dû ressembler à une victoire, la preuve que je n'étais pas folle, la preuve que ce n'était pas moi la faute. Mais tout ce que j'ai ressenti, c'est du vide. Parce que même maintenant, même avec Daniel arrêté, mes parents ne pouvaient toujours pas voir la vérité. Pour eux, j'étais le méchant, le traître, celui dont on pouvait se débarrasser. Le lendemain matin, je suis allée travailler comme si de rien n'était. J'ai souri aux clients, j'ai rendu la monnaie, j'ai versé du café. À l'intérieur, je tremblais. À l'extérieur, j'étais stable. C'est drôle avec la survie d'une famille comme la mienne. On devient très doué pour porter des masques. Et alors que mon téléphone vibrait dans ma poche avec un autre message vocal en colère que je n'écouterai jamais, j'ai réalisé quelque chose. Pour la première fois de ma vie, le masque n'était pas pour eux. Il était pour moi. Parce que je n'étais plus leur bouc émissaire. J'étais libre. Des mois plus tard, c'était fini. Daniel n'était plus le garçon d'or. Il était un détenu. La vérité est sortie au tribunal. Il avait escroqué de vieilles personnes, des hommes et des femmes dans la soixantaine, la soixante-dixaine, même la quatre-vingtaine, en leur faisant confiance avec leurs économies. Il leur disait qu'il leur achèterait de la crypto-monnaie, gérerait les comptes, les rendrait riches. Ils l'ont cru. Mais il n'a jamais rien acheté. Il a juste gardé l'argent. 27 personnes, environ 180 000 $. Pour certains, c'était leur fonds de retraite. Pour d'autres, c'était tout ce qu'ils avaient. Le juge n'a pas accepté ses excuses. 5 ans de prison, peut-être 3 s'il a de la chance. Mes parents, ils ne m'ont jamais pardonné. Pas pour m'être protégé, pas pour avoir dit la vérité. Ils ont appelé, ils ont crié, ils ont supplié, je les ai bloqués. Maintenant, les seules voix dans ma vie sont celles que je choisis. Je vis dans mon propre appartement maintenant. Il est petit. Les murs sont fins. L'évier fuit. Mais quand j'entre le soir, c'est à moi. Entièrement à moi. Je paie le loyer. J'achète les courses. Je me tiens dans le silence et je le laisse m'envelopper comme une couverture. Pour la première fois de ma vie, je n'ai pas l'impression d'attendre la prochaine trahison. Je suis libre. Ils m'ont donné cet ordinateur portable pour me détruire. Au lieu de cela, il m'a sauvé. Alors, qu'en pensez-vous? Ai-je fait la bonne chose? Ai-je été trop loin ou pas assez? Dites-le moi dans les commentaires.